lyre symbolise la danse perpétuelle entre le vent et le roseau. Les poussées en alternance des éléments façonnent la croissance de la brindille, sans toutefois l'éloigner de son objectif, croître. Démontrant une souplesse à la fois paisible et infaillible, chaque tige ne cesse de se dresser face aux éléments. Cette gymnastique chlorophyllesque permet au roseau d'exprimer sa force tout en dansant au gré du vent. La mesure de la force est souvent une mesure mise de côté lorsqu'on parle de conditionnement physique. Les tests de force peuvent être effectués sur différents appareils ou à l'aide de poids libres. On parle alors de tests de force maximale ou test de 1RM. L'objectif de ce type de test est de déterminer la charge maximale pouvant être déplacée une seule fois de façon sécuritaire par un individu. Il est très important de prendre des précautions adéquates lors de l'utilisation de ce type de test. Les exercices doivent être contrôlés et maîtrisés par le sujet. La personne doit être de façon évidente apte à l'entraînement et ne pas avoir de contre-indications médicales pouvant causer des problèmes suite à l'exécution d'un effort maximal. Les procédures pour un test de force sont relativement simples. Dans un premier temps, il est important d'exécuter un échauffement général, donc une activité de nature aérobie sur un exercice cardiovasculaire, du tapis roulant ou du vélo. L'objectif de l'échauffement général est d'élever la température du corps. Par la suite, nous devons effectuer un échauffement spécifique sur l'appareil où le test sera réalisé. L'échauffement spécifique consiste à une série sous-maximale, donc avec une charge relativement facile. Le participant doit exécuter une dizaine de répétitions sans générer de fatigue. Ces répétitions sont importantes pour déterminer l'amplitude de mouvement qui devra être maintenue durant le test. Lorsque nous complétons l'échauffement spécifique, une petite pause est prise allant de 1 à 2 minutes. Par la suite, une première tentative est effectuée. Nous augmentons la charge. Le participant doit compléter un maximum de répétitions avec cette charge. Si ce dernier est en mesure de compléter plus que 10 répétitions, habituellement, l'intervenant l'arrête. Une pause est ensuite prise de 2 à 5 minutes, permettant à l'individu de récupérer complètement. Une deuxième tentative est effectuée. Cette deuxième tentative est fonction des résultats obtenus sur le premier essai. Si l'individu a réussi à compléter plus qu'une répétition sur le premier essai, à ce moment, la charge est augmentée. L'individu doit alors compléter encore une fois un maximum de répétitions sur l'appareil. Si nous obtenons un résultat qui est supérieur à 1, une pause est prise de 2 à 5 minutes et une troisième tentative sera exécutée. Habituellement, un maximum de 5 tentatives sont complétées pour un test de force et nous devons avoir une valeur maximale lors d'un de ces 5 essais-là. Valeur maximale étant une seule répétition avec la charge maximale. Pourquoi tester la force? Pour 2 raisons principales. Dans un premier temps, tester la force permet de déterminer la progression éventuelle d'un individu. Lorsque nous testons la force au jour 1 et, par exemple, au jour 180 d'un programme d'entraînement, nous pouvons voir la progression si la force a augmenté. Une deuxième utilité, moins souvent utilisée, pourtant très, très utile, est de déterminer la charge d'entraînement. À l'aide d'un test de force, lorsque nous déterminons la force maximale, il nous est possible ensuite de prédire la charge pour un nombre de répétitions donné. Par exemple, suite à l'exécution d'un test de 1RM, nous pouvons déterminer quel poids doit être utilisé pour compléter 12 répétitions. Cette mesure permet alors de déterminer une intensité appropriée pour l'entraînement en musculation. Par la suite, lorsque le participant s'entraîne, la charge employée permettra des gains probablement plus efficaces que si la charge avait été déterminée au hasard ou par essai-erreur. Pendant l'entraînement,
il faut fournir des liquides et des glucides qui sont utilisés par les muscles. Il faut aussi rester concentré pendant un entraînement et il faut garder nos réserves de glycogène pour favoriser une performance et accélérer la récupération. Si l'effort est d'une durée de moins qu'1 heure et que la température est adéquate, c'est-à-dire ni trop chaude ni trop humide, boire de l'eau devrait être suffisant. Je vous suggère de boire de 3 à 4 gorgées d'eau par 15 minutes, soit l'équivalent d'une demi à une tasse d'eau, pour rester hydraté. Si l'effort est d'une durée de plus d'1 heure, ou encore que l'entraînement risque d'être très intense, ou encore que la température à l'extérieur va être très chaude ou très humide, je vous suggère d'ajouter une source de sucre pendant votre entraînement. Une boisson idéale devrait contenir de 4 à 8 % de glucides pour favoriser justement une meilleure hydratation, un maintien du niveau d'énergie et limiter les inconforts digestifs. Je vous dirais qu'un 30 à 60 g de glucides par heure d'entraînement va toujours être bien toléré par le corps pendant un effort. Si vous consommez un aliment qui est solide ou encore des gels, je vous suggère d'ajouter un apport en eau pour diluer cette concentration de sucre dans l'estomac. La flexibilité fait partie intégrante de tout bon entraînement au même titre qu'un entraînement cardiovasculaire ou musculaire. L'équilibre entre une force adéquate et une souplesse appropriée vous permettra à la fois de vaquer à vos occupations quotidiennes, mais aussi d'avoir du plaisir dans vos activités sportives préférées. Si des séances répétées en musculation avec pleine amplitude pourront vous permettre d'augmenter dans une certaine mesure votre niveau de souplesse, il est bien entendu que ce seront des séances en flexibilité spécifiques qui pourront vous aider à vraiment augmenter votre qualité, cette qualité qu'est la souplesse. Citons quelques exemples de bénéfices liés à une pratique régulière de séances en flexibilité. L'amélioration de la flexibilité générale, le maintien et l'amélioration de l'amplitude de vos mouvements, l'accélération de la régénération de vos tissus par une meilleure oxygénation, le rétablissement fonctionnel et physiologique, l'amélioration de la qualité de votre sommeil, la diminution de votre niveau de stress, ainsi que des effets positifs sur vos performances sportives. Il existe bien entendu plusieurs formes d'étirements. Pour n'en nommer que quelques-uns de ceux-ci, citons par exemple les étirements statiques passifs, les étirements balistiques, les étirements PNF et les EAI. Les étirements dits statiques passifs sont bien entendu les étirements les plus connus, les plus classiques. Ce type d'étirement consiste simplement à tenir une position pendant un laps de temps prédéterminé, pouvant aller de 15 à 60 secondes. Il est important ici d'y aller très doucement, de ne pas donner de coups afin de ne pas déclencher le réflexe de contraction myotatique et d'ajuster sa respiration de telle sorte que vous expirez lors de l'étirement pour favoriser le relâchement. Contraction réflexe d'un muscle déclenchée par son propre étirement. Protection contre un étirement trop profond et une possible déchirure. En deux, soulignons les étirements dits balistiques. Dans ce cas précis, l'étirement est bref et explosif. Les mouvements sont de plus ou moins grande amplitude et peuvent même parfois reproduire le geste sportif qui caractérisera votre activité subséquente. Le but est bien entendu d'étirer le muscle tout en ne favorisant pas nécessairement un relâchement musculaire comme dans le cas d'un étirement statique passif. Il est très important de rester prudent avec ce type d'étirement. Il pourrait ne pas être approprié d'utiliser cette technique pour quelqu'un qui aurait une forme physique inadéquate, un membre blessé ou des limitations physiques. En troisième lieu, soulignons les PNF pour facilitation neuromusculaire proprioceptive. Cette méthode est également appelée le CRE en français pour contracter, relâcher, étirer, ou on peut également l'entendre sous l'acronyme de 666 en référence aux 6 secondes maintenues par étape. La marche à suivre est relativement simple. Il consiste à contracter pendant environ 6 secondes le muscle à étirer, puis de le relâcher pour un autre 6 secondes avant de finalement l'étirer normalement pour un dernier 6 secondes. Pour terminer, notons la méthode des EAI pour étirement actif isolé. Cette méthode thérapeutique, connue également sous le nom de Matthey's Method or Muscle and Facial Release, comporte certaines similitudes avec le PNF et le contracté-relâché-contracté antagoniste. Elle a pour but, par un travail actif du patient, d'aider à la restauration des fonctions physiologiques des muscles, tendons, vertèbres, ligaments et des articulations grâce à un relâchement des structures myofasciales superficielles ou profondes.
névrotiques qui entourent des muscles ou une région du corps. La suite au prochain épisode pour les applications pratiques. Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu dire qu'il ne fallait pas consommer de boissons très sucrées avant de faire un effort, sous peine de souffrir d'hypoglycémie pendant l'activité. Nous avons décidé de mesurer cet énoncé et de chercher à quantifier si effectivement, suite à la consommation d'une boisson très riche en sucre, un épisode d'hypoglycémie pouvait arriver à l'effort. 3 participantes vont nous aider à valider cet énoncé. Nous allons effectuer une mesure de glycémie, c'est-à-dire quantifier la quantité de sucre dans le sang au niveau initial, donc avant la consommation de boisson et avant le début d'une activité. Par la suite, 2 de nos 3 participantes vont consommer une boisson glucosée contenant 120 g de glucides. La participante n'ayant pas consommé de boisson glucosée va effectuer un effort à 75 de ses fréquences cardiaques maximales théoriques. La première participante ayant consommé une boisson glucosée va elle aussi effectuer le même style d'effort, donc une activité à 75 de ses fréquences cardiaques maximales théoriques. Notre 3e participante ayant également consommé une boisson glucosée va demeurer au repos. Nous allons effectuer des mesures de glycémie à intervalles réguliers afin de déterminer les fluctuations de la quantité de glucose dans le sang tout au long de l'effort ou de la période de repos pour nos participantes. Plusieurs personnes pensent que la prise d'une boisson sucrée avant un effort risque de causer une période d'hypoglycémie pendant l'activité. Lors de notre expérience, nous avons donné une boisson contenant 120 g de glucides par volume à 2 participantes. Nous avons observé leur glycémie avant la prise de la boisson, après la prise de la boisson et pendant l'effort pour s'assurer que les valeurs ne descendaient pas sous des valeurs à jeun. Notre première participante ayant consommé la boisson glucosée s'est exercée au tapis roulant pendant une période d'approximativement 25 minutes à 75 des fréquences cardiaques maximales théoriques. Nous n'avons pas observé de baisse de glycémie pour cette participante. Les valeurs n'ont fait qu'augmenter tout au long de l'activité. Par contre, elle a mentionné avoir eu des difficultés à réaliser la tâche, des inconforts gastro-intestinaux, voire même des nausées, et sa perception d'effort était légèrement supérieure à sa consoeur qui effectuait la tâche à jeun. Notre 3e participante, qui servait de contrôle, qui était assise, donc qui ne s'exerçait pas, a vu sa glycémie augmenter de façon modérée, de façon stable pendant toute la durée de nos mesures. Notre participante réalisant la tâche à jeun, à 75 de ses fréquences cardiaques maximales théoriques, a vu sa glycémie se stabiliser à des valeurs non loin des valeurs observées chez quelqu'un à jeun. Dans tous les cas, nous n'avons pas observé d'hypoglycémie. Au contraire, nous avons observé des valeurs d'hyperglycémie chez les participantes ayant consommé la boisson. L'inconfort associé à une consommation importante en sucre n'est donc pas associé à la glycémie, mais plutôt à la difficulté à digérer une telle quantité de sucre lors d'une activité physique. Il est donc préférable, lorsque l'on se rapproche d'une activité physique, de diminuer les apports en sucre et de s'assurer de conserver une concentration de sucre d'environ 6 à 8 %. Pour déterminer cette concentration, vous devez simplement diviser la quantité de sucre indiquée sur l'étiquette nutritionnelle par le volume total de la boisson. Le pourcentage ainsi obtenu vous dira si la boisson est suffisamment sucrée ou pas assez sucrée pour vous donner de l'énergie pendant votre activité. En résumé, aucune de nos 3 participantes n'a souffert d'hypoglycémie. Si vous consommez une boisson glucosée et que vous avez de la difficulté à pratiquer une activité physique, ce n'est pas à cause de votre glycémie ou d'une hypoglycémie hypothétique. C'est fort probablement à cause de difficultés à digérer une telle charge de glucides. Beaucoup de travail dans le gym et dans leur vie normale, mais je pense que l'attitude, c'est vraiment la première chose, la plus importante. Il y a tellement de belles filles qui entraînent super fort et toute leur vie sont dédiées à ça, mais c'est les gens qui sont vraiment approchables,
qui sont faciles à parler, émettent une bonne énergie pour les autres et ça transfère dans les images. Tu peux voir les gens, c'est dans les yeux, ils sont vraiment ouvertes à parler avec des gens et d'être approchables. Arriver avant le shoot avec plein de temps pour faire toute la préparation, le maquillage, les cheveux, puis choisir les vêtements, puis aussi d'avoir le bouffe qu'ils ont besoin durant la journée. Le shoot peut durer pour 2 heures, ça peut être pour 10 heures. Alors, être sûr que tu prends soin de ton corps et de tes besoins durant et avant le shoot. Mais il y a 2 choses. Premièrement, c'est la préparation avant, d'être devant un miroir chez toi, puis de connaître bien votre corps et qu'est-ce que ça a l'air dans le miroir pour savoir qu'est-ce qu'ils vont voir. Et la deuxième chose, c'est de garder dans ta tête tout le temps, quand tu es sur le stage, que c'est juste toi. Si tu es là pour 1 minute sur le stage ou pour 15 minutes, c'est juste toi et les juges te regardent à chaque minute. Et c'est important de juste garder la présence à chaque moment. So stay focused. Exactement. Ouais. Oui, à chaque show que j'ai vu. Je pense que je sais pas exactement. Je peux jamais être une juge parce que je pense que dans l'industrie de fitness, ça change tout le temps qu'est-ce qu'ils cherchent dans les corps. Et les filles, les gars, ils préparent pour une show pour réussir. Et à chaque année, ça change de qu'est-ce qu'ils regardent pour leur placement. Et certaines fois, je suis sûr que cette fille ou cette gars va gagner, puis il termine 5e, 6e. Et d'être fier, qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, si on dit en anglais, you have to enjoy the journey. C'est juste être fier de tes accomplissements, puis qu'est-ce que les juges, il y a juste, c'est dommage, il y a juste une personne qui gagne chaque show. Today, we will catch you. I'm very proud to say that. Le travail des juges n'est pas chose facile. Ils doivent rapidement être en mesure d'évaluer le physique de chacune des participantes selon des critères préétablis. 28, 31, and 50. Please step forward. Draw the turn to your right. Draw the turn to your right. Les athlètes de fitness et de figure doivent présenter un physique musclé avec une masse grasse minimale. Pour la catégorie fitness modèle, il faut présenter un physique moins musclé et moins défini, mais démontrant des qualités athlétiques indéniables. La symétrie musculaire représente l'équilibre entre les 2 hémisphères ainsi qu'entre les parties inférieures et supérieures du corps. Il faut présenter un physique équilibré et balancé sur scène avec une aisance et une assurance exemplaire. Des points sont également accordés pour l'apparence générale des athlètes. Les quarts de tour permettent au juge d'évaluer ces critères et d'effectuer les comparaisons requises. Chaque athlète doit s'assurer de contracter adéquatement chaque muscle afin de mettre en valeur son physique, sans toutefois démontrer de la fatigue ou de l'inconfort. Aisance, assurance et démarche font partie du bagage des champions. Bien souvent, le classement se décide lors de cette étape. Le défilé offre l'opportunité d'exprimer talent créatif et grâce. Les poses libres permettent à chacune de démontrer leur présence et leur personnalité aux juges. Souvent considéré comme moins important que les quarts de tour, le défilé peut s'avérer sans pitié pour certaines, ne sachant pas éblouir la scène comme il se doit. Ce moment où les projecteurs sont braqués sur l'athlète peut laisser une impression mémorable aux juges ou faire passer rapidement dans l'oubli et l'indifférence.
En quatrième position, in fourth place. Compétitrice numéro 40, competitor number 40, Steph Marquez. In third place, en troisième position. Compétitrice numéro 32, competitor number 32. En deuxième position, in second place. Compétitrice numéro 46. Le verdict est tombé. La joie et la déception se mêlent sur le podium. La chute est brutale. Les émotions sont à leur comble. Alors qu'une deuxième place en comblerait plus d'une, pour d'autres, il s'agit d'une cruelle défaite. L'univers de l'athlète tombe momentanément dans un gouffre. En sortir grandi n'est pas chose facile. Pourtant, dès la compétition terminée, la course vers le sommet reprend plus belle. L'ego meurtri, mais avec une détermination renouvelée. Je ressens la même émotion qu'elle a compris. Je ressens le même stress, c'est fou. Est-ce que tu t'es reconnu en te regardant sur l'écran? Oui, je savais exactement ce qui se passait dans ma tête. C'est la même affaire. C'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ben, juste le fait d'être déçue, voir, tu sais, je tenais mon trophée sur la scène, puis en dedans de moi, j'étais déçue du classement, j'aurais juste voulu cette première place, puis je pensais vraiment la mériter.